Bonjour et bienvenue dans le journal éco de Lyon Décideur. Coup de projecteur sur l'énergie gaz dans la région, ses investissements et ses grands projets à l'heure de la transition énergétique. Explication avec Georges Semandy, directeur territorial Rhône-Méditerranée de GRT Gaz. À retenir en bref, pour commencer, un mariage lyonnais dans les drones entre l'entreprise de Christian Viguier, Delta Drone, à Dardilly, qui s'apprête à racheter 2 des 4 sociétés de Huissure Group de Philippe Lelieu à Francheville et à prendre 25% dans les 2 autres, notamment la filiale Afrique. Avec cette opération, Delta Drone met en place la dronification de la sécurité privée grâce à l'apport de Huissure Sécurité, très présent dans les grands comptes. Delta Drone va arriver à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 et accélérer son développement à l'international. Banque, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes a bien tenu le choc en 2020 en maintenant une activité pratiquement stable à celle de 2019 avec un produit net bancaire de 688 millions d'euros tout en dégageant un bénéfice net de 140 millions. Rien qu'en termes de crédit, l'écureuil a produit pour 6,5 milliards d'euros de nouveaux crédits, soit un bond de plus de 8%. La collecte d'épargne a aussi bien fonctionné avec un encours en hausse de plus de 10%. Les travaux de réfection de l'ancien siège de la banque vont pouvoir démarrer boulevard Eugène de Ruel avec Pitch Promotion, un projet de 150 millions pour un ensemble de 30 000 m² avec des commerces, des bureaux et des logements. Livraison en 2025. Chômage, un premier trimestre 2021 encourageant sur le front de l'emploi avec une baisse du nombre des demandeurs d'emploi inscrits dans la métropole de Lyon et le Nouveau-Rhône, comme dans tout l'Hexagone. En revanche, le chômage progresse dans la région Auvergne-Rhône-Alpes du fait d'une forte hausse dans les Deux-Savoie, l'Isère, l'Ardèche et le Puy-de-Dôme sur les 12 derniers mois de l'année. En incluant le premier confinement du printemps 2020, le chômage toutefois a augmenté partout. L'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse a investi 42,5 millions d'euros au premier trimestre dans la région, dont plus de 8 millions au titre du plan de relance sur l'ensemble de l'année. L'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse dispose de 440 millions d'euros d'intervention avec une équipe de 330 personnes. Enfin, le chiffre du jour, 10 400 000 euros, c'est la somme que le tribunal judiciaire de Lyon demande à la région Rhône-Alpes de verser aux liquidateurs des rails au bénéfice des créanciers d'entreprise Rhône-Alpes International suite à la faillite de l'association. Une condamnation qui intervient en pleine campagne des élections régionales et qui forcément fait réagir. Place à d'autres invités à présent, donc Georges Semandy, délégué territorial Rhône-Méditerranée de GRT Gaz. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Première question toute simple. Que pèse le gaz en France dans le mix énergétique en France et puis ici aussi, bien sûr, dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes? Oui, en France, le gaz pèse 25% de l'énergie consommée. Si on veut un repère assez simple, on consomme autant d'électricité que de gaz en France et autant que de pétrole dans le secteur des transports, pour avoir un repère. Et globalement, on consomme la moitié de pétrole, un quart d'électricité, un quart de gaz en France. Et au milieu se case 10% de réseaux de chaleur et de bois. Voilà. Et alors ce gaz, d'où est-ce qu'il vient, ce gaz que nous consommons en France? Alors ce gaz est très majoritairement importé aujourd'hui en France. Une petite moitié vient d'Europe du Nord, Pays-Bas, Norvège. Puis le reste se répartit quasiment de manière équivalente entre la Russie, le Moyen-Orient et l'Afrique. Alors, on sait que l'image du gaz n'est pas forcément aussi positive que celle du solaire ou du vent, de l'éolien, avec l'idée que ça peut exploser. C'est difficile à faire évoluer cette image auprès du grand public? Cette image n'est pas tout à fait celle que vous décrivez. Longtemps, le gaz a été l'énergie préférée des Français parce que finalement, les explosions dont vous parlez, elles restent marginales, même si elles sont spectaculaires. On le sait peu, mais il y a beaucoup moins d'accidents de gaz en France que d'accidents domestiques, par exemple. Et puis, le gaz a l'énorme avantage pour le commun des mortels d'être une énergie très bon marché. Oui. Aujourd'hui, on chauffe un appartement de 70 m², moitié moins cher qu'en électricité, par exemple. Donc, moi, je ne suis pas sûr que le gaz ait une si mauvaise image de marque que ça. Alors après, c'est une énergie importée. Bien entendu, c'est une énergie fossile. C'est là que sont nos combats aujourd'hui, avec notamment l'émergence des gaz renouvelables. On va en parler, j'espère. Oui. Alors, le point important, effectivement, vous l'avez dit, c'est que c'est une énergie qui est
compétitive et très compétitive. C'est une énergie très compétitive et dans cette région qui est la première région industrielle de France, je veux souligner que l'année dernière, le gaz sur le marché de gros, donc là où s'approvisionne la grande industrie, le gaz n'a jamais été aussi peu cher et ça a été la place de marché la moins chère d'Europe. On a l'année dernière pu acheter du gaz à moins de 10 euros l'unité. L'unité, c'est le million de kilowattheures, peu importe. Voilà, donc c'est compétitif pour les ménages, pour chauffer des habitations et c'est très compétitif pour la grande industrie. Alors, retour sur une année 2020, pas comme les autres, hein, vous avez commencé de l'aborder. La consommation de gaz a reculé, et pour deux raisons, principalement. Pardon, je vous ai coupé, excusez-moi. Oui. La consommation de gaz a baissé de 7% en France et de 7% dans la région, on va dire. Mais sans doute, contrairement à ce qui serait intuitif, pas du fait de la crise sanitaire, mais essentiellement parce que 2020 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée en France depuis le début du XXe siècle. Pour 75%, la baisse de la consommation de gaz, c'est l'effet climatique. Pour 25%, c'est effectivement lié à l'effet sanitaire. Pourquoi ? Parce que le gaz est d'abord une énergie utilisée pour faire de la chaleur, du chauffage, du process industriel. Donc, certes, l'activité économique a un peu baissé, ça a compté pour 25% dans la baisse des consommations, mais surtout, comme il a fait chaud, on s'est moins chauffé. Donc, 75% de la baisse est due à ça. Alors, on parle de GRT Gaz. Comment est-ce que vous êtes structuré, organisé dans la région ? Vous vous occupez donc du transport, comme RTE s'en occupe pour l'électricité. Oui, c'est ça, ou SNCF Réseau pour le ferroviaire. Je prends volontiers cette comparaison avec le ferroviaire parce qu'en France, il y a autant de canalisations de transport opérées par GRT Gaz que de lignes de kilomètres de voies ferrées. Vous voyez, 35 000 km. Dans la région, on opère un réseau de 4 000 km. 400 collaborateurs, dont une vingtaine d'alternants, j'aime bien le dire, c'est important. On a une empreinte économique de 85 millions d'euros dans la région, commande passée aux entreprises, fiscalité, masse salariale. On a investi 23 millions d'euros l'année dernière. On a une dizaine de sites où sont répartis nos collaborateurs et c'est important qu'on maille bien le territoire parce que ces opérateurs sont là pour exploiter le réseau, en assurer sa sécurité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des équipes d'astreinte. Voilà comment on est organisé dans la région. Qu'est-ce que j'oublie ? Alors, c'est aussi ce qu'il faut dire, un marché qui est ouvert à la concurrence. Hein. Combien d'opérateurs au total gaz dans cette région et en France en général ? Alors, ce n'est pas si ouvert à la concurrence que ça, le transport de gaz. On est 2 opérateurs en France et on n'est pas en concurrence parce qu'on a chacun un périmètre géographique. Il y a la société Teréga, qui est filiale d'EDF et du gazier italien Snam, qui opère le réseau de transport de gaz dans le sud-ouest. Et le sud-ouest va jusque dans la région, parce qu'il y a le département du Cantal. Et GRT Gaz qui opère le réseau partout ailleurs en France. On est donc deux opérateurs. Voilà, avec des investissements en cours, hein, vous l'avez évoqué à peu près, hein, une vingtaine de millions d'euros. Dans la région. Et que ce soit l'an dernier ou que ce soit cette année. Pour quelle réalisation principalement ? Oui, 400 millions d'euros d'investissement en France, 25 millions d'euros dans la région, essentiellement sur la maintenance du réseau et l'adaptation du réseau à l'évolution de l'urbanisme, puisque quand une route se construit, un immeuble se construit, il faut déplacer le réseau pour ne pas gêner, l'adapter aux consommations et une dizaine de millions d'euros de programmés pour les 2, 3, 4 années qui viennent pour la transition énergétique, essentiellement le biométhane. Voilà, alors justement à propos de nouvelles énergies, à partir du gaz, hein, vous êtes positionné aussi sur l'hydrogène, qui a le vent en poupe. Expliquez-nous un peu tout ce que vous faites, les grands chantiers sur lesquels vous êtes. Oui, alors le grand chantier sur lequel nous sommes, le grand défi, c'est vraiment la transition énergétique. Et notre ambition, c'est en 30 ans, une génération, que dans nos tuyaux, il n'y ait plus une goutte de gaz fossile, mais 100% de gaz renouvelable. C'est ça notre défi. Et le défi, pour nous, opérateurs, ce n'est pas nous qui choisissons de mettre le gaz dans le réseau. Néanmoins, on fait de la recherche là-dessus, par exemple. On travaille avec les pouvoirs publics pour que les réglementations et les incitations se développent. Nous, notre job, c'est d'adapter le réseau à recevoir de l'hydrogène demain, du biométhane dès aujourd'hui. Adapter le réseau, ça veut dire aller en poser là où il n'y en a pas pour raccorder des installations de biogaz. Ça veut dire le renforcer là où il y a trop de biométhane et ça ne rentre plus dans le réseau. Ça veut dire trouver de nouveaux métaux pour que l'hydrogène puisse, ou de nouveaux matériaux puissent être transportés dans ces tuyaux. Voilà ce que ça veut dire. On a, bon an, mal an, 1 milliard à investir d'ici la fin de la décennie sur ce sujet-là.
Voilà, avec des projets très, très importants pour quel secteur, notamment tout ce qui est transport public, entre autres, mais pas uniquement. On a adapté le réseau sur le gaz qui va passer dans ce nouveau réseau. Ensuite, il y a de nouveaux usages, vous avez raison. La grande industrie reste friande du gaz, réfléchit à sa décarbonation, et c'est bien normal et c'est positif. Et pour ça, réfléchit beaucoup à plus d'hydrogène et plus de biogaz pour ces usages. Alors il s'avère qu'on a une singularité en France, c'est qu'un industriel qui consomme du biogaz, alors même qu'il réduit sa facture carbone de 90%, ne peut pas en tirer un bénéfice au regard de sa fiscalité carbone. On essaie de faire évoluer ça vis-à-vis des pouvoirs publics, c'est une incongruité que je veux dire ici. Et puis les industriels nous disent « et si demain je veux de l'hydrogène ?» Et donc, on réfléchit avec eux comment étendre le réseau, comment le convertir à l'hydrogène, comment organiser la place de marché gaz, finalement, avec des entrées d'hydrogène vert et des consommations d'hydrogène. Voilà, et tout ça pourrait prendre combien de temps quels sont les objectifs que vous fixez en la matière? Alors, c'est déjà une réalité. Dans la région, il y a 120 projets de biométhane. On est vraiment sur une trajectoire pour qu'en 2030, 10% du gaz soit du biométhane. 80% de l'hydrogène qui existe aujourd'hui soit vert. Et on se donne une génération pour arriver à convertir l'ensemble du mix gazier français en gaz renouvelable neutre en carbone. Très bien, donc de belles perspectives. On peut parler donc d'une vraie énergie alternative aujourd'hui. Ah oui, on peut parler d'une vraie énergie alternative aujourd'hui et encore plus demain. On est convaincu que la transition énergétique, sans le gaz, et il faudrait même le mettre au pluriel, sans les gaz, ne peut pas se faire, tout simplement parce que le gaz est une énergie stockable. On a besoin de stocker l'énergie. C'est une énergie bon marché. C'est une énergie facile à transporter, très complémentaire avec l'électricité. Aujourd'hui, on a une centrale électrique dans la région qui produit l'électricité, elle fonctionne au gaz. Demain, on imagine et on teste déjà de l'électricité photovoltaïque qui serait surabondante à midi l'été, qu'on convertirait en hydrogène, donc en gaz. Voilà, vous évoquiez tout à l'heure donc les effectifs de GRT Gaz ici dans cette région et la place des alternants. Vous êtes une entreprise qui recrute et qui forme des jeunes. Oui. L'année dernière, on a recruté une petite centaine de collaborateurs en France, au niveau national, une petite dizaine dans la région. On n'a pas arrêté le flux de recrutement et même mieux, voyant la détresse du monde étudiant l'année dernière, on a lancé une opération 100 jeunes. Moi, j'ai recruté quelqu'un dans mon équipe d'ailleurs, qui n'aurait trouvé pas de stage, et elle est encore chez nous aujourd'hui. Donc oui, les recrutements ne se sont pas taris. Quand on explique la transition dans laquelle on joue, les jeunes sont intéressés pour venir travailler chez nous. Cette grande transition énergétique dont on parle beaucoup, elle se fait, je dirais, en bonne intelligence entre les différentes énergies où chacun se bat pied à pied pour défendre son précaré. Oui, les deux comportements sont là. Nous, on est un opérateur de réseau régulé. On se parle très bien avec RTE. On a des opérations communes ensemble. Alors après, c'est vrai que quand les vendeurs, les commerciaux vont vendre qui du gaz, qui du réseau de chaleur, qui de l'électricité dans l'appartement qui est en face, il y a de la concurrence. Moi, ce que je veux dire à ce sujet, c'est qu'il est dommage qu'en France, quand on parle de politique énergétique, le nucléaire prenne autant de place. Le nucléaire, c'est 17% de l'énergie consommée en France. On parle souvent essentiellement de ça dans les politiques énergétiques françaises. Il reste juste les 80 autres %. Le nucléaire est une énergie hyper vertueuse pour le CO2. C'est de la souveraineté nationale, c'est un domaine d'excellence. Mais il faut un mix énergétique équilibré pour relever le défi de la transition énergétique. Et vous y travaillez. Oui. Merci beaucoup, Georges Semandy, d'être venu dans le Journal Écho. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Merci, au revoir.